Rebonsoir. Alors, on enchaîne sur le panel vers quelle administration digitale. Et j'ai le plaisir de recevoir des personnes si chères à mon cœur et si chères à mon esprit cérébral, parce que ce sont des hommes qui réussissent, qui ont réussi, qui continuent de réussir, et surtout des hommes qui sont en train de servir le Maroc dans sa dimension digitale, ô combien chère à nos cœurs. Alors, je commencerai par Monsieur Mohamed El Makhtar Lotfi. Vous êtes titulaire d'un diplôme d'ingénieur en système d'information à l'école Mohammedienne d'ingénieurs et d'un diplôme du cycle supérieur de gestion de l'Institut supérieur de commerce et d'administration des entreprises SKE. Vous êtes actuellement secrétaire général de la Caisse marocaine des retraites après avoir occupé plusieurs postes de responsabilité dans les domaines des systèmes d'information, de la gestion des retraites et de la gestion de la relation client. Vos différentes responsabilités vous ont permis de gérer et de superviser directement plusieurs projets d'envergure et de restructuration et de développement, notamment dans le domaine du digital. Depuis votre nomination en tant que secrétaire général, vous ne ménagez aucun effort pour contribuer activement au pilotage de la stratégie de transformation de la Caisse et au développement de ses capacités institutionnelles en tant qu'acteur majeur du secteur de la retraite. Recevoir un intervenant de votre rang pour parler de l'EGOF, vers quelle administration digitale, mais surtout du cas de la CMR, qui est un cas d'école, admettons-le, dont nous devrions être fiers. À vous la parole. Parfait. Merci beaucoup, madame, pour cette présentation très sympathique. Je voudrais d'abord, au départ, rappeler que la CMR, aujourd'hui, la principale mission de la CMR, c'est de servir nos seniors et de leur assurer une retraite digne qui leur permet de vivre tranquillement, mais également de rassurer tous les affiliés actifs aujourd'hui de la fonction publique marocaine, civile et militaire. Donc aujourd'hui, la CMR gère 2 millions d'affiliés entre retraités et actifs et verse annuellement à peu près 50 milliards de dirhams comme prestation. Juste pour vous dire le rôle et l'importance que joue aujourd'hui la CMR dans l'environnement économique et social marocain, parce que derrière, il y a des familles, il y a plusieurs millions de personnes qui, dont en fait, l'existence dépend de la qualité des prestations qui sont fournies par la CMR. Mais vous m'avez demandé de raconter un petit peu l'histoire de digitalisation de la CMR, ce qui ne va pas trop nous rajeunir, mais bon, je voudrais ramener quand même la discussion au point de départ pour rappeler comment c'était la situation il y a une vingtaine d'années, mais c'est pas beaucoup, une vingtaine d'années dans une vie, mais juste pour rappeler au fait comment on était organisé à l'époque et toutes les difficultés qu'on avait d'abord à honorer nos engagements vis-à-vis des gens en termes de temps, parce que les gens vivaient une double peine, d'abord le départ à la retraite qui est toujours difficilement vécu, et puis également ils devaient attendre plusieurs mois pour pouvoir prétendre à leur pension. Et même pour les pensionnés, et déjà c'est pour l'anecdote, qui étaient déjà en paiement, il y en avait à peu près 300 000 à l'époque, on devait passer plusieurs nuits à préparer leur quittance parce qu'il y avait 90% de ces pensionnés qui étaient payés en numéraire, c'est-à-dire en argent liquide, à travers le réseau de la trésorerie générale. Et donc, les gens passaient 3-4 journées, 24 heures sur 24 pour sortir les quittances. Et donc, juste pour vous dire à quel point le management à l'époque était confronté à un grand défi qui était de comment faire face à la demande de services, bien évidemment tout en garantissant l'observation des règles de droit par rapport à l'octroi de ces prestations, mais également en fait assurer une qualité de service acceptable aux gens. Et donc d'emblée, le choix de l'utilisation des technologies de l'information était, je dirais, s'imposer. Et donc on est entré dans un processus d'informatisation, d'abord de simplification et de refonte de nos process et d'automatisation de ces process. Mais également, nous avons eu la clairvoyance d'emblée
disons, d'opter pour une logique d'échange de données avec les administrations. Et donc à chaque fois qu'il était possible de remplacer un papier par une donnée partagée, c'est-à-dire partagée par une organisation dont il avait la gestion, une information certifiée, fiable, on avait donc établi un ensemble de partenariats qui nous ont permis véritablement de disposer de l'information à temps, d'une information fiable à temps, et d'éviter bien évidemment de continuer à demander du papier, à crawler sous les documents papier. On a également beaucoup travaillé sur la question de la dématérialisation, au sens où éviter de faire circuler du papier et remplacer par des images, des documents, lorsque l'accès à la data n'était pas possible. Et donc ça permettait de fluidifier les workflows que nous avions en interne pour traiter les dossiers. Et d'ailleurs, pendant la période Covid, on avait tellement bien avancé sur le sujet qu'on a pu continuer à fonctionner, à assurer nos prestations sans aucune difficulté, parce qu'effectivement, nous avons toutes les plateformes, toute l'organisation nécessaire pour pouvoir vraiment produire en mode complètement dématérialisé. Et ça nous a même aidé pour pouvoir aller encore plus dans ce domaine, en mettant en place des protocoles de signature électronique en interne pour pouvoir marquer là où il y avait besoin de marquer une décision pour accorder un droit, par exemple. Et bien évidemment, on a aussi beaucoup travaillé sur la numérisation de nos archives et sur la reconstitution de nos bases de données. Aujourd'hui, nous avons des bases de données qui ont une profondeur de plus de 50 années. Et tout ce dispositif, je dirais, il y a plusieurs millions de pages numérisées. Ce dispositif a permis à nos cadres, à nos collaborateurs d'avoir un accès à l'information sans avoir à aller chercher des documents, du papier. Donc ça a permis de développer, de renforcer la productivité et l'excellence opérationnelle de nos collaborateurs. Et donc, aujourd'hui, après ce parcours, bien évidemment, tout ce parcours a été cadré par une vision stratégique, par des schémas directeurs, par des plans d'action organisés, surtout par un leadership et par un management, une gouvernance disons, de ce changement. Et aujourd'hui, tous les indicateurs aujourd'hui sont ouverts, alhamdoulilah. Et donc aujourd'hui, nous avons des systèmes d'information, d'abord des process qui aujourd'hui sont certifiés, qualité, sont certifiés sécurité, hygiène au travail, sont certifiés environnement. Nous avons un système d'information qui couvre l'essentiel de plus de 91% de nos besoins fonctionnels, et nous avons des indicateurs de qualité dont nous sommes très très fiers, puisqu'aujourd'hui 97% des gens qui partent à la retraite reçoivent leur pension le mois suivant, donc sans aucune interruption de leurs revenus. C'est véritablement quelque chose de très important. Et nous avons aujourd'hui une promesse de service qui est affichée, qui est communiquée à nos affiliés, à nos pensionnés, que nous respectons à plus de 90%. C'est-à-dire on s'engage pour prestation par prestation à rendre le service dans un délai qui est annoncé, qui est convenu, qui est connu. Et nous arrivons donc à respecter à 90% cet engagement. Et tout à l'heure, je parlais du paiement en papier. Aujourd'hui, nous avons 100% de paiement par virement bancaire, ce qui nous permet aujourd'hui de maîtriser tout le processus de paiement, d'avoir immédiatement tous les résultats, en fait, un retour d'information immédiat. Et donc, tout à l'heure, Saïdi avait parlé aussi de tout ce qui est interopérabilité avec les différents systèmes d'information. Et aujourd'hui, la CNR aussi a amélioré ses process de contrôle, demande de moins en moins de documents à nos citoyens. Par exemple, pour tout ce qui est scolarité, Madame la ministre, on a parlé tout à l'heure, nous ne demandons pas, aussi à la CNR, on nous demande depuis plusieurs années d'ailleurs, on ne demande plus d'attestation de scolarité. Aujourd'hui, ça a été annoncé, on ne va plus demander de certificat de vie, ni de trouver un mécanisme de contrôle de la vie. Donc, à chaque fois qu'il est possible aujourd'hui de s'interfacer avec un système d'information existant qui permet d'accéder à une information fiable, on le fait mieux que ça. Nous sommes très souvent une force de proposition
avec les différents départements ministériels pour pouvoir proposer d'intégrer des besoins de la Caisse marocaine de retraite dans leur système d'information. Nous le faisons aujourd'hui avec le ministère de la Justice par rapport à d'autres types de contrôle de mariage, etc., notamment que nous effectuons. Donc, juste pour dire que ça, c'est par rapport à notre, je dirais, l'amélioration de nos processus internes et donc, je dirais, opérationnels. Mais nous avons également beaucoup travaillé sur la partie relations avec les citoyens, accès à l'information. Et aujourd'hui, nous avons nos affiliés, nos retraités ont accès à toute l'information les concernant sur nos plateformes, que ce soit le portail, l'application mobile et d'autres supports. Et donc, ils peuvent consulter, ils peuvent demander à changer, ils peuvent déposer des réclamations, ils peuvent aussi demander des rendez-vous pour pouvoir discuter avec un chargé d'orientation. Et un des services que j'aime beaucoup, moi, c'est qu'ils peuvent également, à distance, prendre des rendez-vous par vidéo. Et donc, aujourd'hui, nous avons développé une panoplie de services électroniques et nous lançons bientôt une nouvelle version de notre portail qui va encore dans plus de digitalisation de bout en bout, des parcours, d'abord par type, par catégorie de ce qu'on appelle des personas, par catégorie d'utilisateurs, avec des services 100% digitalisés et des parcours améliorés, simplifiés. Et ça, sans oublier que, en plus de la digitalisation, nous avons développé une présence physique à travers le Maroc, parce qu'il y a malheureusement encore beaucoup de gens qui n'ont pas cette capacité d'utiliser les nouvelles technologies. Nous sommes aujourd'hui présents dans toutes les régions du Maroc, une présence qui respecte nos retraités, qui respecte nos affiliés, qui leur permettent d'avoir un accueil qui leur permet qui répond à leurs attentes. Mais également, nous faisons de ces espaces des espaces de promotion de nos services et d'intégration de ces retraités pour l'usage des services que nous développons. Tout ça pour dire que notre expérience de digitalisation nous permet aujourd'hui vraiment d'améliorer tous nos indicateurs, d'être excellents sur le plan opérationnel, de rendre les meilleurs services d'accès à l'information à nos retraités, à nos pensionnés. Et aujourd'hui, nos équipes, effectivement, par la nouvelle technologie, par l'intelligence artificielle, on en a parlé tout à l'heure, et par l'IA générative, nous sommes en train de tester ces nouvelles technologies, et peut-être qu'on reviendra à ce sujet tout à l'heure. Et ils sont véritablement aujourd'hui capables de proposer des cas d'usage pertinents et également, autre dimension, d'accompagner d'autres caisses aujourd'hui, au niveau de l'Afrique notamment, sur notre expérience de transformation digitale. Merci infiniment, Monsieur Mohamed El Mokhtar Lotfi. Alors moi, j'ai une faveur à vous faire, c'est de communiquer plus. Parce que le droit à la formation figure dans la Constitution et nos citoyens, opinion publique ou journalistes ne sont affamés d'informations parce que finalement vous faites du travail qui est exemplaire. Vous êtes aussi des cas d'école qu'on peut dupliquer. Donc s'il vous plaît, un peu mieux, plus de communication et mieux de communication. Merci beaucoup. Alors, notre deuxième invité, il s'appelle Youssef Ahouzi. Vous êtes diplômé de l'école Mohammedia d'ingénieur et vous êtes également titulaire d'un exécutif MBA de l'école des Pommes Business School. Vous avez participé activement à divers programmes technologiques. Vous avez apporté votre expertise à de multiples projets et programmes internationaux dans les domaines de l'e-gouvernement et de la transformation numérique, ainsi que dans la mise en place de guichets uniques et de systèmes communautaires. Vous êtes président de l'Assemblée générale de l'Alliance africaine pour le commerce électronique. Vous occupez le poste de président de l'Assemblée générale de l'Alliance africaine pour le commerce électronique. Vous avez supervisé la mise en œuvre de plusieurs projets stratégiques visant à accélérer la digitalisation et la simplification des procédures portuaires et du commerce extérieur au Maroc via le guichet unique Portnet que vous avez rejoint en 2015 en tant que directeur des systèmes d'information. En plus d'une solide expérience dans le domaine des systèmes d'information acquise au cours de ces expériences précédentes, vous vous confirmez jour après jour en tant qu'experte en e-gov, transformation digitale, guichet unique et système communautaire. Vous collaborez étroitement avec divers intervenants et des secteurs publics et privés
Monsieur Ahouzi, c'est avec tous les honneurs que vous occupez le poste de directeur général Portnet, le guichet unique national des procédures du commerce extérieur. Quelle serait votre histoire à nous raconter? Merci. Merci beaucoup, madame, pour cette introduction. C'est une très belle introduction. Tout d'abord, permettez-moi de remercier l'OSIM pour l'organisation de cet événement, qui sans aucun doute sera mémorable par la publication de ce livre blanc. Et je les remercie déjà pour nous avoir invités à contribuer à ce livre par un témoignage. Je les remercie, Saïdi, pour cette sollicitation. Donc, en ce qui concerne Portnet, en fait, le guichet unique national du commerce extérieur, son histoire a commencé en 2008. Mais bien avant, il y avait des problématiques, notamment au niveau du port de Casablanca. Je vais raconter un peu une histoire. C'est qu'on avait un problème, une congestion terrible au sein du port de Casablanca, avec des conteneurs qui restaient pendant des semaines dans les quais, jusqu'à ce que le port soit saturé. Donc voilà, donc toute la communauté en fait portuaire, face à ce dilemme, devait trouver des solutions. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas de données. On ne sait pas exactement ce qui se passe. Tout le monde dit que c'est l'autre qui est originaire de ce problème-là. Donc il y avait des commissions qui se sont tenues au sein du port de Casablanca, et il y avait une feuille de route qui a été inscrite. Et dans la dernière ligne, il y avait écrit mettre en place un système d'information pour gérer l'échange entre les parties prenantes et mesurer la performance de tout un chacun. Donc c'est de là que naît en fait l'idée de Portnet. Bon, on parle de port de Casablanca. Pourquoi maintenant c'est un guichet unique national? Comme vous savez, le Maroc, la majorité des échanges commerciaux qu'il a sont portuaires. Et à l'époque, le port de Casablanca est le premier port au Maroc pour tout ce qui est échange domestique. Donc, régler le problème au sein du port de Casablanca, c'est régler la majorité des cas pour le commerce international. Donc, le projet a été lancé en 2008 par le biais de l'Agence nationale des ports, et bien sûr avec toute une communauté, que ce soit l'administration des douanes et des impôts indirects, l'administration, le ministère du Commerce et Industrie, le ministère de l'Équipement, plusieurs acteurs publics, gouvernementaux, et également du privé, puisque en fait, dans un port, les process sont complexes et compliqués. Il y a la contribution de tout le monde, que ce soit du privé, du public, pour en fait livrer une marchandise à une entreprise, à un importateur ou à un exportateur, ou livrer une marchandise à une entreprise. Donc de là, en 2011, on a lancé les premiers services. Ça concernait tout ce qui est logistique portuaire, avec la gestion des escales, la gestion de toute la partie, on va dire, mer côté port. Pour une simple raison, c'est qu'au port, on maîtrisait ça. On maîtrisait cette complexité, on arrivait à mettre ça en place. On a créé l'entreprise Portnet SA, donc dans une vision que ce soit une entreprise, on va dire, communautaire. Donc tout le monde a une part dans cette entreprise-là et siège dans un conseil d'administration de cette entreprise pour discuter toutes les problématiques qu'il peut y avoir au niveau du commerce international au port, mais pas que au port. Donc quand on a optimisé en fait la partie portuaire, c'est pas suffisant. Parce qu'il y a beaucoup de process qui sont en dehors du port. Tout ce qui est trade, tout ce qui est, on va dire, en relation avec la banque, en relation avec les autorisations. Donc, en 2014, nous avons lancé l'engagement d'importation. Donc, c'est un document très simple, mais il y a 6 exemplaires. Donc, que l'importateur devait renseigner et domicilier chez une banque. Et il avait 6 copies qu'il fallait déposer au ministère du Commerce et Industrie, au office d'échange, à la douane, et à la fin à la banque pour faire le règlement à l'international. Donc ça prenait 5-10 jours pour le faire.
Donc à ce moment-là, on s'est dit qu'il faudrait qu'on dématérialise ce process-là, qui est un process important et obligatoire à toutes les importations. Quel que soit le type d'importation, quel que soit là où vous êtes, vous devez faire cette opération. Vous êtes à Oujda, à Berkane, vous devez faire ça. Et vous devez aller déposer ce document-là quelque part. Donc on a digitalisé et depuis on a pu enregistrer toutes les entreprises, tous les importateurs. Donc on a Madame le ministre a dit qu'on a plus de 60 000 entreprises importatrices qui sont enregistrées au niveau de Portnet et l'appétit vient en mangeant. Donc on s'est dit voilà, on a fait l'engagement d'importation, mais maintenant il y a d'autres procédures. Il faut des autorisations, il faut une licence du ministère du Commerce et de l'Industrie. Et par rapport à ces licences-là, il faut également des avis techniques de notre administration. Donc depuis, on a pu intégrer de plus en plus d'administrations dans le système et on a maintenant plus de 40 administrations qui sont intégrées dans le guichet unique pour délivrer des autorisations, pour délivrer des licences, des agréments, tout type de documents nécessaires pour importer ou exporter des produits de différents types, de différentes typologies. Et depuis que j'ai rejoint Portnet, mon travail au quotidien, c'est de convaincre cette administration de rejoindre cette communauté-là et de dématérialiser ce process. Donc mon métier, c'est de construire en fait des parcours digitaux, un parcours digital pour l'importateur, pour cette entreprise qui, en fait, d'un bureau, de son bureau, de son local, voudrait en fait réaliser toute son opération. D'accord, donc on essaie de dématérialiser la partie B2G, mais ce n'est pas suffisant. Il fallait intégrer le paiement électronique, parce que pour ces prestations, il faut payer quelque chose. Donc, et ça retarde la livraison des marchandises. Donc le délai de séjour dans les ports, dans les aéroports, n'est pas réduit, parce qu'il faut toujours aller déposer quelque part, payer quelque part une prestation. Donc on a intégré le paiement électronique et maintenant on a plus de 300 000 factures qui sont payées sur la plateforme Portnet annuellement. Et on a de plus en plus de facturiers qui rejoignent la plateforme pour réaliser pas uniquement que la procédure administrative, mais également de réaliser le paiement électronique. Mais c'est toujours pas suffisant parce qu'il faudrait également intégrer le privé, parce que c'est aussi un prestataire. Donc un agent maritime devrait être délivre des autorisations, par exemple, pour enlever la marchandise. Donc il fallait également, il était un client, mais maintenant c'est un fournisseur. Il fallait intégrer son service également dans la plateforme. Donc depuis, on a également intégré des process. Maintenant, une marchandise qui arrive au port de Casablanca un samedi, dans un conteneur, l'agent maritime, donc le transporteur, il va notifier ses clients, donc les importateurs, que la marchandise est arrivée. Ils peuvent rentrer sur la plateforme Portnet, payer tout ce qui est frais de transport ou frais d'agence au niveau de cet agent maritime. Ils ont la validation au niveau du système automatiquement. Ils peuvent créer leur déclaration douanière, payer les droits et taxes, parce que la douane maintenant est digitale, donc ils peuvent le faire. Et s'il n'y a pas de contrôle, tout est OK par rapport à cette marchandise-là, ils peuvent le lundi la récupérer. Ce genre de schéma était presque impossible avant, puisqu'il fallait attendre le lundi pour qu'on puisse aller à une agence, payer, récupérer la documentation, aller déposer ça chez un transitaire et faire pas mal de procédures et d'allers-retours entre les administrations et les acteurs privés pour réaliser une opération d'import-export. Donc c'est en fait cette construction qui s'est faite au fur c'est-à-dire de ce travail en fait acharné avec toute la communauté. Et c'était une vision en fait claire par rapport aux objectifs que s'est fixé cette communauté. On peut maintenant dire que pour certains produits, nous avons des opérations 100% digitales, qu'on n'a pas besoin de se déplacer pour réaliser des opérations. Et c'est quelque chose qui est, à l'échelle internationale, unique. Et des fois, on vient nous voir, nous dire comment vous avez pu réaliser ça, comment vous avez pu intégrer telle administration, comment vous avez pu intégrer les banques dans le système. Et c'est pas toujours évident, même dans des pays où la partie commerce international est vraiment très développée. Je
vous remercie, Monsieur Fauzi, et je vous souhaite bon courage dans tout ce que vous entamez. Notre troisième et dernier invité, qui a une relation très spéciale avec moi, parce que j'ai approché une petite parcelle de ces exercices à un moment donné, quand je suis partie envoyer à l'ANAPEC pour hausser la communication après l'affaire Najet. Je ne sais pas s'il y a des jeunes ici qui ont connu l'affaire Najet. Ouais, hein? Ouais, très bien. Alors, Monsieur Redouane Mabchour, directeur général Centrix plus WebHelp. Concentrix, exactement. Concentrix plus WebHelp. Titulaire, vous êtes titulaire d'un MBA à l'EDHEC Business School, puis de l'excellence Programme Management de l'École Polytechnique et du Business Leader Programme de HEC Paris. Vous avez fait non seulement un parcours riche en compétences en matière de management et d'orientation business, mais vous avez également construit votre carrière en occupant des positions variées qui vous ont amené à relever de nombreux challenges et qui vous ont offert diverses expertises métiers. Expert des chantiers de transformation de systèmes d'information pour de nombreux clients prestigieux, en qualité de directeur des opérations, vous avez mené des stratégies commerciales en tant que directeur d'affaires pour la branche infogérance du groupe chez le groupe Atos en France. Vous avez également dirigé les ressources humaines avant de prendre la direction de la filiale offshore Maroc du groupe Atos à Casablanca. En 2019, vous avez été propulsé à la tête de Concentrix plus WebHelp Maroc, qui compte aujourd'hui 10 400 collaborateurs répartis dans 4 régions et 7 villes, que sont Rabat, Salé, Kinetra, Fès, Meknès, Agadir et plus récemment Marrakech. Monsieur le directeur général de la filiale marocaine du groupe Concentrix plus WebHelp, leader de l'externalisation de la gestion de l'expérience client, bienvenue parmi nous afin d'enrichir le débat sur la EGO vers quelle administration digitale. Alors, est-ce que l'athlétisme a une relation avec... dans l'athlétisme, il y a le souffle, il y a l'endurance. Est-ce que l'athlétisme, parce que c'est un athlète, hein? Je me suis dévoilé tout à l'heure, voilà. C'est vrai. Il y a un point commun, c'est l'endurance. Exactement. Et donc, il va falloir être très endurant sur les projets de transformation et le e-gov. Mais effectivement, j'y reviendrai. Merci en tout cas pour la présentation. C'est moi. Moi, je voulais également remercier l'OSIM. Et ce que j'aime bien dans ce genre d'intervention, où j'écoute toujours les introductions avec passion. Et donc, ils ont remercié tous les amis de l'OSIM. C'est le terme qui a été employé. Alors moi, je suis à la fois un ami, mais je suis également un grand admirateur de l'OSIM. Mon premier contact, ça a été il y a 8 ans avec M. Saad, dans un bureau à Casablanca, dans une tour, où je venais pour échanger, avoir un échange sur la maturité des systèmes d'information au Maroc. Et j'ai trouvé en fait... l'exposé, ou en tout cas la qualité de l'échange, remarquable. Quelques années plus tard, me voilà ici, donc avec Monsieur Sihichem, qui nous invite. Donc sachez que moi, je suis admirateur sur la qualité du travail que vous faites à l'OSIM, sur la quantité et sur le choix des sujets que vous portez. Et ça peut paraître peut-être anodin, mais il y a un travail derrière qui est colossal pour une cause qui est celle de l'amélioration continue dans le monde du digital au Maroc. Et je suis très impressionné. Puis après, vous avez des gens dans le bureau qui sont brillantissimes, n'est-ce pas, c'est Hassan, pour reprendre le champ lexical adéquat. Donc voilà, je voulais commencer par ça. Alors pour parler un petit peu donc de ce qu'on fait dans le groupe Concentrix WebHelp, alors c'est tout récent effectivement, il y a un merge de sociétés qui s'est fait il n'y a même pas un mois, donc c'est la première apparition, en tout cas les premiers échanges qu'on fait avec cette nouvelle marque. Vous connaissez certainement WebHelp au Maroc, je ne vais pas le présenter, mais en fait la fusion avec ce nouveau groupe nous amène dans une dimension beaucoup plus internationale, bien évidemment, avec 450 000 collaborateurs dans le monde, c'est 70 pays. Alors je ne donne pas des chiffres juste comme ça, parce que je vais y venir, je vais arriver assez vite dans le monde des services publics. Mais qu'est-ce qu'on fait? Alors, quand on a eu l'échange, on a eu beaucoup de discussions et de débats sur WebHelp, vous faites du call center. Et c'est effectivement ce que j'entends assez régulièrement. Et donc, permettez-moi, puisque j'en ai l'occasion, d'ajuster ou de rectifier. On est donc un fournisseur, effectivement, de services. Et on fournit quoi comme service? On fournit des solutions
à la fois des solutions et à la fois de la technologie en matière d'expérience client. Et donc, ça change tout. Voilà. Et donc, j'y reviendrai sur la notion d'expérience client. Tout à l'heure, on a entendu la notion d'expérience usager et pas client. Donc, on va voir qu'il y a un parallèle assez naturel. J'ai une autre occupation pendant mes heures perdues, et pas que, c'est que je suis vice-président de la FMES, Fédération marocaine de l'externalisation des services. Donc, en gros, en fait, on regroupe les acteurs en fait, qui sont à peu près semblables à ceux de Concentrix Webhelp, et on partage les best practices. Et notamment, donc ça représente à peu près 100 000 Marocains qui œuvrent sur le marché marocain, beaucoup sur des activités offshore, à mon grand regret pour moi, mais j'aimerais qu'on présente et qu'on propose de plus en plus de services pour les administrations publiques, pour nos marques marocaines. Et donc, notre rôle premier, c'est d'étudier les parcours clients en apportant de l'innovation et pour que nos clients eux-mêmes gagnent en valeur et élargissent en fait leur part de marché. L'un des critères, et ça peu de personnes le savent, je pense, c'est qu'on a une gamme très élargie de solutions d'intelligence artificielle générative. Ça a été dit, c'était le sujet de tout à l'heure. Pour apporter plus de services. On a eu le cas de Dubaï, on en a beaucoup parlé, mais en fait, aujourd'hui, pour nos marques internationales, nous proposons des solutions génératives qui permettent de gagner en efficience, qui permettent de réduire, le temps d'interaction et gagner donc en valeur. Donc ça, c'est un point qui, pour moi, me paraît fondamental. Si je vous dis expérience client, quel est le lien avec notre sujet d'aujourd'hui ? J'ai pris la définition, j'ai googlé, comme on dit, la définition. L'expérience client désigne l'ensemble des émotions et sentiments ressentis par votre client ou cliente tout au long de l'interaction avant votre entreprise, c'est-à-dire avant, pendant ou après la fourniture d'un produit ou service. Et bien pour les services publics, on enlève le mot client, puisqu'il n'y a pas de business derrière en fait. C'est un service vrai, où il n'y a pas de concurrence d'ailleurs. Les différents services publics ne sont pas en concurrence et ils n'ont pas de consommateurs avec laquelle ils doivent faire de la marge. Donc c'est un peu différent. Donc on appelle ça des usagers et ça s'est petit à petit en fait imposé comme un investissement aujourd'hui nécessaire d'investir sur l'usager parce que qu'on se le dise derrière, il y a une forme, je vais reprendre un jargon que nous on emploie beaucoup, de NPS ou de CSAT. NPS c'est Net Promoter Score et CSAT c'est Customer Satisfaction. Et le jour où on va avoir en fait des citoyens qui vont pouvoir noter la prestation de service d'une institution publique, ça va, je pense, pouvoir en fait challenger les services qu'on peut apporter et travailler dans une boucle d'amélioration continue. J'ai regardé un petit peu ce que faisait un peu le secteur en la matière sur les services publics. Je ne vais pas concurrencer McKinsey parce qu'ils l'ont fait très très bien tout à l'heure, mais je peux vous dire que 87% des citoyens feraient davantage confiance au pouvoir public si ces derniers leur offraient une bonne expérience digitale. J'ai 60% des citoyens pensent que les enjeux auxquels la société fait face ne sont pas pris en compte. Il y a une forme également de personnalisation. Dans le livre blanc, on en parle à un moment donné. On ne l'a pas bien surligné sur les recommandations, mais quand vous lisez, je vous invite à le lire, tout le document, vous allez voir qu'il y a la partie personnalisation est très importante. Et donc, des sociétés comme les nôtres, que ce soit Concentrix, Webhelp ou mes confrères, travaillons dans les métiers aujourd'hui d'apport de valeur ajoutée sur la relation qu'on peut avoir avec des consommateurs ou des usagers, puisqu'on travaille également dans le service public. Ça représente à peu près 5-6% en fait de nos activités. C'est encore peu et ça dépend des pays. Je vous ai dit, on est tout à l'heure 70 pays dans notre groupe. Et en fait, que ce soit en France, aux US, au Mexique, en Espagne, en UK, aujourd'hui, on travaille pour les services publics. Et ces sociétés-là ces ministères-là ou ces institutions-là font appel à des sociétés comme les nôtres pour améliorer leur parcours usager. Donc, recommandation numéro 6 de mémoire, lien avec le pouvoir privé-public. J'y vois là, et puis avec tout l'écosystème qu'on a, j'y vois là également une opportunité et un must-have en tout cas pour gagner en maturité. Dernière chose, j'ai repris quelques petits sujets. Pourquoi les autorités publiques devraient-elles s'intéresser davantage au user experience?
La confiance accrue de la part des concitoyens, ça c'est le premier point qui revient naturellement. Alors on n'en a pas beaucoup parlé, quoique si un petit peu, puisqu'on a parlé de budget, il n'y en a pas assez, c'est des coûts, réduction des coûts administratifs. La e-réputation, ou la réputation tout court déjà, puis après e-réputation. On est dans une population très jeune au Maroc, il y a les millennials qui arrivent, les Gen Z sont déjà, pour moi peut-être assez, ils ont déjà pris de l'âge. Et donc il y a un sujet en tout cas sur la réputation qu'il faut aborder, une attractivité renforcée. Et puis à la fin, on a aussi des collaborateurs avec le digital dans les services, dans les pouvoirs publics qui sont également plus épanouis parce qu'ils sont aujourd'hui embarqués avec la tendance du digital. Les freins, très rapidement, la difficulté d'exploiter la data, je pense que ça a été dit. On a aujourd'hui, pour nos clients qui sont aujourd'hui dans les services publics, une extrême difficulté en fait à avoir de la data transverse qu'on peut exploiter pour conseiller nos clients. Parce qu'effectivement, ce qu'on fait, c'est on fait du CRM, donc de la relation client, mais on fait également, et ça j'annonce peut-être un scoop, parce qu'à chaque fois on me le dit, mais moi c'est naturel, vous allez me dire, vous ne faites pas assez de communication. On fait également tous les métiers de l'IT au sein de notre entreprise, et puis on n'est pas les seuls à le faire. Dans la fédération, on le fait beaucoup. Les métiers également du conseil. Donc on est capable aujourd'hui de conseiller sur des parcours clients. Et puis on le fait à la fois en langue française, mais surtout de plus en plus en langue anglaise sur un marché beaucoup plus large. Et je terminerai par un point. Moi, je me suis intéressé à la lecture donc, de ce livre blanc sur l'amélioration continue et comment rentrer dans cette logique cyclique d'amélioration continue. Et ben, il y a en délivrant en fait une expérience usagée qui sont en ligne avec les standards, c'est-à-dire qu'il faut regarder, à mon avis, dans les différentes sociétés aujourd'hui privées, quels sont les standards, comme ITIL peut l'être dans le monde de l'IT, quels sont aujourd'hui les standards dans le monde de la relation entre un usager et puis les pouvoirs publics, en apportant des normes également, et puis en mettant la satisfaction usagée au centre du débat, mais ça a été dit par Madame la Ministre. En fait, elle a tout balayé, j'avais plus grand-chose à dire. Dernière petite chose, travailler sur la voix des usagers, ça a été dit également avec aller à la rencontre des usagers dans les territoires, avec la régionalisation avancée, ça a été dit également. On consulte également, on fait beaucoup d'enquêtes, on va aujourd'hui au-devant, nous, des usagers pour connaître un peu leurs pain points et y apporter des solutions. Je termine là très rapidement. Merci en tout cas. Merci. Merci infiniment, Monsieur Mofcho. Alors là, la deuxième étape et dernière de cette soirée remarquable dans laquelle on apprend énormément de belles choses, n'est-ce pas, mon cher ami Hassan Sharaf? Tu me manques sur ce podium, hein, franchement. Alors, je voudrais faire réagir Monsieur Mohamed El Mokhtar Lotfi sur la première recommandation qui dit le citoyen entreprise au centre, mettre l'utilisateur au centre des stratégies digitales. Est-ce qu'on peut avoir en background D'accord, elles sont là. Merci Nihel. Superwoman. Merci pour cette question. Je pense que ça a été dit depuis tout à l'heure, tout ce que nous faisons, c'est d'abord pour le citoyen. Et dans le secteur public, je pense que les gens qui travaillent dans le secteur public, ils ont cette comme première valeur, sinon ils ne seraient pas dans le secteur public, de servir le citoyen. Et ils ont envie de faire les choses conformément à l'état de l'art. Et je pense qu'aujourd'hui, en tout cas dans notre contexte, tout ce que nous le faisons justement pour pouvoir rendre cette expérience usagée dont parlait tout de suite Mchour, cette expérience qui est aussi, parce que dans la relation, dans la définition que vous avez donnée, il y a beaucoup d'émotions, et donc l'émotion, elle est aussi présente, c'est beaucoup plus présente peut-être dans la relation avec l'administration. Et donc aujourd'hui, je crois que dans la définition, dans le design des services que nous donnons, et dans la conception même des services que nous donnons, que ce soit sur un portail, sur une application mobile, ou même sur la conception du produit lui-même, l'implication du citoyen ou de l'utilisateur est extrêmement importante. Et en tout cas, aujourd'hui, à la CMR, ce que nous efforçons de faire, et effectivement, nous organisons
chez nous des workshops, des focus group, où nous impliquons les utilisateurs dans la définition des produits. J'ai parlé tout à l'heure de la nouvelle version du portail qui va être lancée prochainement. C'est un travail qui a été fait aussi avec les utilisateurs. On est venu leur demander, on les a impliqués, on a fait de la coproduction. Peut-être c'est une première expérimentation, mais c'est quelque chose de très intéressant. Et là, l'idée, c'est vraiment même dans le choix des services, dans leur design, dans la façon de présenter, il est important d'impliquer en amont les utilisateurs, parce que si on fait le travail en interne, très souvent, on le fait dans un cercle, je dirais, limité et forcément sous l'angle d'attaque interne. Et on pense avoir compris tous les problèmes. Or, les problèmes sont vécus, les émotions sont vécues par les utilisateurs dans leurs relations, et c'est eux qui sentent les points de friction, les améliorations apportées. Et donc, et puis, un point aussi important, je pense, sur lequel nous avons aussi pris conscience à la CMR, c'est que lorsque quelqu'un vient à la caisse et qu'on lui demande d'apporter tel document, peut-être par rapport à des prestations, il y a déjà un parcours qu'il a effectué lui pour pouvoir réunir ces documents. Et donc, il faut vraiment penser global par rapport à cette relation. Ce n'est pas toujours évident, mais il est important dans la réflexion que nous menons de vraiment raisonner un parcours global et non pas un parcours uniquement au sein de la CMR, et de faire en sorte que, au sein de l'administration, pour ne pas parler que du cas de la CMR, mais en force que tous les acteurs d'un écosystème soient impliqués d'une manière collective. C'est quelque chose qui ne sont pas, je dirais, natives, mais sur lequel il faut travailler pour pouvoir vraiment rendre cette expérience véritablement centrée sur le citoyen. Donc, juste pour synthétiser, impliquer les utilisateurs dans la conception des produits, les écouter et vraiment répondre à des soucis réels et non pas à des soucis peut-être supposés en interne. Merci, Monsieur Lotfi. Si je peux vous faire réagir, Monsieur Ahouzi, sur ce premier point, cette première recommandation. Oui. En fait, notre vision au sein de Portnet, c'est exactement ça. C'est de mettre en fait l'entreprise ou l'opérateur économique au centre en fait de tout cet écosystème. En fait, c'est tout simplement parce que actuellement, en fait, qu'est-ce qu'on sert? C'est en fait une entreprise qui voudrait faire des opérations internationales, d'import-export. Le business maintenant est très simple. Il a un fournisseur ailleurs, il veut importer. C'est dans quelques minutes, il peut avoir une transaction commerciale. Maintenant, quand il va venir au Maroc pour faire l'opération, on lui demande de prendre beaucoup de temps. Donc l'objectif, c'est en fait de raccourcir en fait ce délai-là et de lui donner à cette entreprise en fait ou cet opérateur économique en fait le moyen de réaliser son opération d'une façon, on va dire, rapide, la moins coûteuse, pour toujours être compétitif. Parce que le business change. Maintenant, il a un client, il doit le servir, mais le temps, c'est de l'argent pour lui. Donc ça, c'est vraiment très important de toujours garder en fait en tête que celui qu'on sert en priorité, c'est l'opérateur économique. Cet opérateur économique, c'est l'investisseur que nous cherchons pour en fait notre développement économique de notre pays. Donc il faudrait, quand on a un investisseur, lui permettre de faire du business de façon vraiment très simple et très rapide et très, on va dire, convivial, avec un circuit digital ou au moins simplifié pour toujours garder cette compétitivité qu'il cherche. Merci, Monsieur Ahouzi. Alors, je voudrais vous faire réagir, Monsieur Mouchoul, sur la 6e recommandation, le renforcement de partenariats publics-privés et des écosystèmes. Mais en fait, j'ai gagné un peu de temps tout à l'heure parce que moi, je pense que c'est fondamental de nouer plus de partenariats avec... alors, les boîtes de conseil, c'est une très bonne chose, ça permet de donner une orientation. Après, les doers, c'est-à-dire ceux qui font aujourd'hui, qui accompagnent les institutions publiques sur la connaissance vraiment des usagers et des processus des usagers, avec le process d'amélioration continue que j'ai dit tout à l'heure. En fait, on a une richesse forte au Maroc, parce qu'on a à peu près, déjà aujourd'hui, sur les métiers de la relation client qui sont quasi similaires, 100 000 personnes.
Donc la question que je me pose, c'est pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une partie qu'on pourrait mettre à disposition pour je dirais, les pouvoirs publics. On l'a fait pendant le Covid. Plusieurs sociétés l'ont fait pendant le Covid. On a proposé une revue de processus, etc. On a gagné en efficacité. On l'a fait dernièrement avec le séisme, effectivement. Il y a besoin de travailler à distance et puis d'améliorer au travers du numérique et du GenAI sur tous ces sujets-là. Donc, on a un savoir-faire. Ben, il n'y a plus qu'en fait à concrétiser des partenariats, des conventions avec les pouvoirs publics, le privé, et ce qu'on arrive à faire aisément pour d'autres, on peut le faire avec ici au Maroc. Merci. Merci, Monsieur Mobchoul. Alors, Monsieur Lotfi, je vais encore vous faire réagir sur la 7e recommandation qui dit « Soutien aux administrations pour le recours systématique à des systèmes d'information et à la dématérialisation de leurs données ». C'est un point, je pense, qui a été tout à l'heure assez bien présenté. Pour moi, réussir une interopérabilité, ça suppose qu'il y a un intérêt commun. Il y a de la donnée, il y a de la data pertinente à partager. Et donc, il est important que des départements ministériels ou des organismes qui ont une donnée intéressante à partager, qui peut être utile pour d'autres départements, puissent effectivement disposer des moyens, des systèmes d'information fiables et des technologies qui leur permettent justement d'exposer cette information pour que d'autres organismes, d'autres départements puissent en faire un usage utile et pertinent dans leur métier. Et donc, tout à l'heure on a parlé des opérations de contrôle qui sont faites par la CMR. Si on faisait dans le temps des contrôles de vie d'une certaine manière, c'est pas parce qu'on voulait embêter les gens et leur demander s'ils étaient toujours en vie, mais parce que c'est une obligation réglementaire. Aujourd'hui, quand il y a un système comme Massar qui offre la possibilité d'accès à une information sur la scolarité, on est immédiatement preneur et on laisse les gens tranquilles. Et donc, effectivement, faire en sorte que certains départements qui ont des informations, peut-être toujours en format papier, mais qui sont très utiles pour d'autres ministères, c'est vraiment quelque chose qui va dans le sens d'améliorer la vie aux citoyens. Et si on n'est pas tous sur les mêmes niveaux de maîtrise d'abord de l'information, de disponibilité de l'information, mais également de la qualité de l'information, parce que si moi je prends une information sur la scolarité d'un enfant, je la prends pour argent comptant, donc ça me dispense de faire le contrôle. Il faudrait que cette information soit vérifiée, de qualité, etc. Et donc, vraiment, on ne peut pas imaginer, et ça rejoint un petit peu l'idée de tout à l'heure, le citoyen aujourd'hui n'a pas des parcours avec ce département, il a un parcours par rapport, et c'est l'exemple de Portnet dont parlait Haouzi tout à l'heure, est vraiment intéressant. Dans le système, on peut imaginer exactement le même concept entre administrations. Et donc, en fait, une combinaison d'administrations qui ont des choses en commun, qui font en sorte que tous les échanges utiles entre eux puissent être faits d'une manière électronique. Et c'est un petit peu l'esprit même de la loi sur la simplification des procédures qui a été 5519, qui annonce parmi ces orientations qu'aucune administration n'a le droit de demander aux citoyens une information qui est disponible chez une autre administration. Mais pour réussir ça, il faut que les systèmes d'information de l'ensemble des acteurs soient au même niveau et que les canaux d'interopérabilité soient possibles. Merci, Monsieur Lotfi. Un petit complément, s'il vous plaît, Monsieur Haouzi. Moi, je dirais que cette question de système d'information était toujours un frein pour Portnet. En fait, à chaque fois que j'allais voir une administration, on parlait comment on va dématérialiser, voilà, on doit recevoir telle information pour pouvoir libérer telle marchandise, mais à la fin on nous dit mais bon, nous on n'a pas de système d'information déjà, ou on a un système d'information mais ça ne couvre pas ce process-là, et ce process n'est pas prioritaire puisque c'est une petite partie de ce que fait cette administration ou cet acteur. Donc c'est toujours le frein. Ce que nous, je vois dans Madame Nahil qui est un de nos administrateurs au niveau de Portnet, et avec le comité stratégie, on s'est dit il faudrait
on ne trouve pas ce problème-là. Il faut qu'on offre également des services à cette administration pour l'accompagner dans la création, dans la mise en place de ce système d'information, ou au moins de cette brique de système d'information pour pouvoir être interopérable et atteindre les objectifs qu'on se fixe de digitaliser l'ensemble des procédures. Donc c'est ce qu'on a fait avec pas mal d'administrations, notamment la NRT, par exemple, où on avait au départ créé en fait tout un système, en fait, on va dire en SaaS au niveau de Portnet pour gérer toute l'activité. Et par la suite, 2 ans après, ils ont pu récupérer toute cette activité. On n'a fait que la partie interopérabilité. On a maintenant plusieurs process au niveau de Portnet où on donne à l'administration comment gérer même la partie métier avec le suivi des dossiers, un ensemble d'éléments qui vont leur permettre pas uniquement de gérer leur activité, mais également de communiquer avec les autres administrations pour réaliser les opérations. Donc on atteint notre objectif et on aide également ces administrations à dématérialiser, à digitaliser ces procédures et processus internes. Merci beaucoup, Monsieur Ahouzi. Alors, une avant-dernière recommandation sur laquelle je vais faire réagir Monsieur Mebchour. La 8, la mise en place d'une politique RH spécifique pour les métiers du digital, de la donnée et des systèmes d'information. C'est une question fondamentale. Elle est en fait, en tout cas sur la table depuis des années, et plus spécifiquement sur nos talents du digital, où sur d'autres instances avec les ministères, on travaille main dans la main pour avoir beaucoup plus de talents déjà à disposition ici au Maroc dans le domaine du digital. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est toute la filière RH dans les pouvoirs publics, qui soit également proche, avec une acculturation dans les métiers du digital, qui doit être au centre. C'est-à-dire qu'il faut avoir des parcours, du talent management autour de ces métiers-là. Je pense qu'il y a un travail à faire. Et puis, il y a un travail également sur comment attirer, au-delà de la disponibilité des ressources dans le digital, comment attirer les talents du digital dans une administration publique qui, aujourd'hui, à l'instar des startups innovantes ou des grandes ESN, il y a un pouvoir d'attirance qui est peut-être un peu moins. Donc il y a un peu de travail au niveau non seulement du marketing, mais également des packages associés qui peuvent être associés. Donc c'est un gros chantier. Merci, Monsieur Mchour. Alors, rapidement, je vous fais réagir les trois sur l'intelligence artificielle, la 10e recommandation. Monsieur Lotfi, s'il vous plaît. L'intelligence artificielle, tout le monde en parle aujourd'hui, c'est la technologie du futur. Mais je pense qu'il faut trouver véritablement des cas d'usage pertinents au niveau des administrations et qui aujourd'hui disposent, je dirais, de beaucoup de données. C'est-à-dire on a aujourd'hui des bases de données très riches, mais je dirais, pour pouvoir identifier des cas d'usage, il faut vraiment qu'il y ait de l'acculturation sur le sujet, que les métiers, que les décideurs en interne comprennent le sujet pour pouvoir vraiment pousser vers un usage qui permet justement, nous sommes toujours sur les mêmes sujets, identifier des améliorations des services, peut-être concevoir de nouveaux services, faire une meilleure segmentation de tout ce que nous faisons, de l'action publique. Mais ça passe, je pense, d'abord par l'acculturation, par l'expérimentation. C'est important de pouvoir toucher d'une manière claire à ce que vraiment ces technologies peuvent apporter, et puis embarquer disons, le maximum de personnes à l'intérieur de l'administration, notamment des gens qui connaissent les métiers, etc., pour pouvoir, comme j'ai dit tout à l'heure, vraiment cibler des cas d'usage pertinents et évoluer dans la courbe d'apprentissage pour pouvoir s'améliorer au fur et à mesure. Mais je crois que c'est quelque chose aujourd'hui sur lequel aucun décideur ne peut faire, je dirais, l'économie.
Mais il faut y aller. La meilleure façon pour moi d'y aller, c'est vraiment d'expérimenter des cas et d'apprendre de l'expérimentation. Et après, avec ça, on pourra nous améliorer et vraiment trouver l'intelligence artificielle. Bien sûr, on a parlé tout à l'heure de l'intelligence artificielle générative. C'est aussi une opportunité extraordinaire pour pouvoir améliorer la performance de l'administration et la performance des collaborateurs en interne. Et là encore, je suis pour la même approche, expérimenter pour pouvoir comprendre comment cela peut effectivement apporter de la valeur et avant d'aller dans des investissements plus importants. Merci, c'est l'autre film, Monsieur Ahouzi. En fait, dans le domaine du commerce international, l'intelligence artificielle est vraiment un game changer. Je vais expliquer un peu quelques cas d'usage sur lesquels que nous avons testés. En fait, des cas d'usage que j'ai vu des experts discuter pour l'avenir. En fait, je vais parler de la réglementation. En fait, ce qu'il y a en fait un volet sur la documentation et la publication de l'information aux opérateurs économiques qui est important dans le commerce international et c'est un des axes en fait de FTA, l'accord sur la facilitation des échanges commerciaux par l'OMC. Donc il y a un paragraphe où on dit qu'il faut en fait publier toute la documentation, toutes les procédures, tout ce qui est demandé à l'importateur et aux opérateurs économiques pour réaliser les opérations. Donc on avait fait un projet, en fait, c'est TradeSense, où on a essayé de regrouper toute la réglementation, les procédures, la documentation qu'il faudrait produire pour réaliser une opération. Ça nous a demandé en fait, énormément d'efforts. Maintenant, en fait, pour nos opérateurs, on voulait également leur offrir un service. Ce service-là, moi, je veux exporter à l'extérieur. Donc, il fallait récupérer l'information de d'autres pays et aller rechercher l'information, par exemple, d'un pays comme la Côte d'Ivoire et pouvoir structurer ça d'une façon vraiment très simple pour dire, voilà, je veux exporter de la tomate vers la Côte d'Ivoire, voilà les étapes que je dois faire. Il faut le faire pour l'Union européenne. Mais dès qu'on a fini, la réglementation a changé. Il fallait refaire une nouvelle couche pour mettre à jour ce qui est du pays et ce qui est à l'extérieur. Donc c'est vraiment infernal. En fait, on a essayé quand on a vu un peu ChatGPT, on a essayé de faire un truc, c'est de récupérer cette documentation telle qu'elle, l'intégrer dans ce bot-là et poser des questions. Je lui ai posé la question, je veux importer du blé, donc je lui donne déjà tout ce qui est, on va dire, procédure, réglementation, manuel d'utilisation. Il m'a dit, je veux importer du blé. Il m'a dit, pour importer du blé, il faudrait chercher le récépissé de l'Office national pour l'import des céréales légumineuses. Il faut avoir une demande de franchise du commerce extérieur. Je lui ai posé la question, d'accord, comment faire pour avoir la demande de franchise douanière? Il m'a dit, il faut aller sur Portnet, il m'a donné toute la procédure. Et ça, c'est un travail de 10 jours. Maintenant, l'international. Maintenant, en fait, un exportateur, il va exporter. Maintenant, au Maroc, on a du poisson. On veut exporter vers les pays européens. Chaque pays a une réglementation spécifique selon le produit, par exemple, on va dire, on fait des règles sanitaires. Donc, du poisson, il y a déjà plusieurs types de poissons. Il y a plusieurs façons de vendre du poisson. Donc, poisson frais, gelé, farine de poisson, conserve. Et chaque procédure, en fait, pour chaque produit, il y a une réglementation, il y a des standards à respecter. Pour un pays, il y a des milliers de standards à respecter pour chaque produit. Et comment être toujours à jour? Pour pouvoir exporter, ça c'est uniquement un pays, par exemple, européen. Mais maintenant, je veux partir au Chili, comment je vais faire? Donc, en fait, il y avait une expérience avec en Hollande. Ça leur a pris 10 ans pour cartographier leur propre procédure. Uniquement pour la partie, c'est-à-dire, on va dire, poisson, voilà, 10 ans pour dire, voilà, pour chaque type, voilà ce qu'il faut faire. Maintenant, ce qu'ils disent, ça, on peut le faire au niveau... Et ça, il faudrait toujours le mettre à jour, parce que ça, le risque sanitaire est toujours là, il faut toujours mettre à jour cette procédure-là et être à jour. Parce qu'à n'importe quel moment, vous pouvez être bloqué et votre opération peut échouer parce que tel standard n'est pas respecté.
Donc maintenant, ce qu'ils disent, maintenant nous, on va injecter ça dans une intelligence artificielle et c'est à elle de nous donner en fait la réglementation. Donc il y a des tests qui sont faits dans ce sens-là. Et un travail de 10 ans, maintenant on peut le faire dans une année et pouvoir le faire. Donc c'est quelque chose qui va changer en fait le commerce et va changer notre façon de réaliser nos projets également. Merci beaucoup, M. Houzi. Alors, dernière intervention, M. Mabchour. Peut-être en quelques mots, juste le GenAI déjà ouvre des champs quasiment illimités en fait, d'amélioration du service qu'on apporte aux usagers. Il faut le voir à mon sens de deux manières. L'intelligence artificielle qui est fournie et mise à disposition de la part des usagers et celle qui est mise à disposition donc, des pouvoirs publics en interne pour les salariés, en tout cas des pouvoirs publics, pour avec une seule et même, je dirais, orientation, c'est l'efficiency en fait de tous les processus. Et ça ouvre une opportunité, je vous le dis, quasiment illimitée. J'ai bien aimé l'exemple du gouverneur tout à l'heure où ses frères et sœurs étaient un peu dans toutes les villes du Maroc. Moi, je rêverais en fait d'avoir une intelligence artificielle qui soit connectée avec tous les pouvoirs publics et qui me dise voilà ce qu'il faut que tu fasses demain, après-demain. Tu dois remplir tes impôts là, tu dois aller acheter ta vignette ici et que ce soit intégré dans un agenda que j'ai, ça me faciliterait la vie. Merci beaucoup. Merci pour ce panel si riche. Merci pour vos conseils et surtout pour vos exploits. Alors, infrastructure, réseau, cloud, safe, smart city, commerce électronique et gov, cybersécurité, régulation du secteur ou encore formation et montée en compétences des talents constituent autant de sujets qui constituent à la fois des opportunités et aussi des contraintes. Amélioration de la qualité des services publics au niveau central et local, création de l'environnement nécessaire et développement digital dans l'administration, la société et l'économie marocaine, réduction des inégalités dans le monde rural, renforcement de la compétitivité des entreprises marocaines, maillage de l'écosystème tech marocain. Transformer un pays en une digital nation est une tâche qui nécessite du courage et beaucoup de travail. Articulé en de multiples chantiers de fond dont nous esquisserons les contours, mais préalablement à la conception de ces chantiers. Le Maroc va en avant. Ministères, institutions publiques, institutions privées, tissus associatifs, les interventions sont là, les initiatives sont là. Nous sommes invisibles seuls, mais nous sommes invincibles ensemble. La Digital Nation est pour demain. تحت الرعاية السامية والرشيدة لصاحبي الجلالة نصره الله وتحت شعار الله الوطن الملك. Nous allons faire une photo de toutes les personnes qui sont ici, et surtout en blanc, panélistes d'abord, et puis après